Le mois de Ramadan, c'est un mois d'éducation. Et en ça, c'est vraiment un mois qui devrait être un tremplin pour notre santé. Se dire que j'ai 30 jours pour mettre en place des pratiques qui vont me permettre d'améliorer ma condition, d'aller vers quelque chose que je recherche, en tout cas améliorer en termes de santé. AVS avec Philippe Robichon. Et ce matin, je vous dis à votre mois de Ramadan en bonne santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Ibtissem Belmadani est avec nous. Bonjour Ibtissem. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Ma sœur kinésithérapeute en libéral. Vous avez proposé un sujet ce matin et on va parler de nutrition et de santé dans ce mois de Ramadan. Fatima Ouladj est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée en éducation à la santé et en psychonutrition. Shkoun, la psychonutrition. C'est faire le lien entre la tête et le corps. Bien. Et la micronutrition? Et donc la micronutrition, ça va concerner tout ce qui va être carence micronutritionnelle, c'est-à-dire au niveau de la cellule entre autres, et des mécanismes métaboliques. Voilà, vous avez un cabinet qui s'appelle Oumma Diet qui vise à proposer une prise en charge personnalisée qui concilie les différentes approches. On verra ce matin. Assata Doumbia est avec nous. Bonjour Assata. Bonjour tout le monde. Ingénieure en santé publique, spécialisée dans les éducations à la santé. Vous êtes coordinatrice prévention santé au sein d'un réseau qui s'appelle Ronde. Et Ronde, ça s'écrit avec un M qu'on n'entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ronde? C'est réseau d'obésité multidisciplinaire des départements franciliens. Voilà. Et vous, votre rôle, c'est essentiellement de faire de la prévention et de la promotion d'une action saine pour adapter son style de vie, pour être en bonne santé. C'est ça. Voilà, vous êtes co-auteur de La nutrition en islam. Alors c'est un livre qui allie à la fois les sources religieuses avec les sources médicales en termes de nutrition. Où est-ce qu'on trouve les sources qui parlent d'alimentation en islam ? Quelles sont les sources dont Assata? Alors, les sources qu'on peut retrouver notamment dans les textes prophétiques, donc les hadiths. On en retrouve aussi dans les versets coraniques. Principalement, c'est adossé en fait effectivement au Coran et aux textes prophétiques. Voilà. J'ai vu en lisant votre livre que par exemple le prophète Mohammed n'associait pas certains aliments entre eux, par exemple. Tout à fait. C'est ça, c'est des notions que l'on va retrouver au niveau de la médecine prophétique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam adaptait les aliments en fonction de son état physique, donc de ses nécessités métaboliques, mais également en fonction des propriétés des aliments. Donc il y avait des aliments, des associations alimentaires qui privilégiaient, et au contraire des aliments qu'il évitait de consommer ensemble, puisqu'ils avaient des effets qui étaient un petit peu antagonistes, on va dire. Alors, il y a des aliments qui ont des statuts particuliers, d'ailleurs, en islam. Quels sont les aliments qui sont les plus conseillés, par exemple, les plus valorisés? Il y a quand même la graine de nigel qui a un statut particulier. Alors, il n'y a pas vraiment d'aliments qui sont mis, entre guillemets, sur un piédestal. Ça, on le retrouve plutôt chez nos patients, en fait, et l'interprétation qu'ils peuvent avoir. Où, justement, c'est ce qu'on a observé chez nos patients, et c'est ce qui nous a poussé à écrire ce livre, c'est qu'ils nous mettaient beaucoup en avant la date, par exemple, le miel. Et là, du coup, la graine de nigel, c'est plus par rapport au contexte actuel, où les gens cherchent des moyens pour renforcer un petit peu leur système immunitaire et rester en bonne santé. Vous avez aussi la figue et l'olive. Oui. Mais alors, la date, aujourd'hui, on mange très peu de dates fraîches. Toutes les dates qu'on mange aujourd'hui sont des dates qui sont séchées. Donc, est-ce que ce sont les mêmes vertus ? Alors, on le détaille dans le livre, c'est pas tout à fait les mêmes vertus, puisqu'à partir du moment où vous séchez le fruit, en fait, vous avez une concentration au niveau des glucides, donc ce qui fait que ça va être un fruit beaucoup plus sucré. Le fait de sécher va également jouer sur la teneur en vitamines, où les vitamines les plus sensibles vont du coup diminuer à cause de cet effet de la chaleur, et puis ça va permettre une conservation plus longue. Mais après, au niveau des dattes sèches, c'est vrai que les qualités ne sont pas les mêmes, puisque vous avez des dattes qui sont un petit peu bas de gamme, que l'on va essayer un petit peu d'enrober avec du sirop pour cacher la misère. Le fameux sirop de glucose-fructose. Les nutritionnistes ont la réputation de classer les aliments en famille, ce qui fait que parfois on ne comprend pas trop, parce qu'ils disent qu'il y a des glucides, il y a des... Est-ce que finalement, pour composer une assiette, et surtout pour aujourd'hui, on arrive pendant ce mois de Ramadan, il va falloir donc concentrer 3 repas dans 2 repas, on va dire. Comment est-ce que vous vous y prenez pour ajuster les bonnes quantités et la qualité de ce qu'on mange pour composer les repas?
Effectivement, les repas s'inscrivent dans une approche plus globale. On parle effectivement de famille. Les nutritionnistes parlent souvent de famille d'aliments, de groupes d'aliments. Maintenant, cet équilibre, on cherche à l'avoir plutôt sur un ensemble de paramètres avec les repas qui vont impacter. Il y a aussi tout ce qu'il va y avoir autour du repas, comment je perçois, comment je m'alimente en fait, comment je vais mastiquer les aliments, etc. Tout ça va jouer finalement sur la manière dont je vais prendre l'aliment et je vais pouvoir l'assimiler, quoi. Et ce qu'on perd un petit peu de vue, c'est qu'il y a justement dans les textes religieux beaucoup la notion de quantité et de qualité. Et ça revient beaucoup comme notion. Complètement. Alors comment on ajuste les quantités justement ? Alors normalement, on a une boussole qui est très très bien faite, qui s'appelle le corps. Donc il y a déjà le mois du Ramadan va beaucoup nous renvoyer à comment on accueille la faim. Puisque souvent on a une peur d'avoir faim, une peur de manquer, qui fait que l'on va chercher à tout prix à éviter cette sensation de faim. Donc du coup de manger plus que besoin pour se dire ça va me permettre demain de ne pas avoir faim, de ne pas être fatigué. Donc on anticipe. Ça c'est vrai, c'est psychologique. C'est psychologique, c'est la peur de manquer. On va stocker pour passer la journée demain. C'est ça. Voilà. Et ça c'est pas une réalité. Sauf que c'est pas une réalité. C'est juste une crainte. C'est un peu l'instinct de survie que l'on retrouve chez l'être humain. Voilà, donc qui peut mener à du trop du coup, puisqu'on anticipe quelque chose qui n'existe pas encore, alors qu'au contraire, il faudrait chercher à accueillir cette faim, puisque la faim fait partie de nous. Et puis après, c'est aussi comment se passe la soirée, puisque du coup, voilà, on va avoir des personnes qui vont essayer de bien structurer les repas, qui vont aussi bien laisser une place à l'alimentation qu'au reste, et des personnes qui, au contraire, vont avoir un côté complètement hypertrophié, on va être que dans du manger. Le mois de Ramadan, en quoi est-ce que c'est un bon mois pour changer ses habitudes alimentaires et justement partir sur des bonnes bases ? Merci pour cette question. Effectivement, le mois de Ramadan, c'est un mois, finalement, un mois d'éducation. Et en ça, c'est vraiment un mois qui va, en tout cas, qui devrait être un tremplin pour notre santé, se dire que j'ai 30 jours pour mettre en place des pratiques, pour mettre en place des choses qui vont me permettre d'améliorer peut-être ma condition, qui vont me permettre peut-être d'aller vers quelque chose que je recherche, en tout cas améliorer en termes de santé. Et si on s'adosse même à la définition de la santé qu'on a selon l'OMS, qui est un état de bien-être moral, physique et social, le Ramadan s'inscrit pleinement dans cette dynamique où on cherche justement à s'élever spirituellement. Donc c'est un acte physique, mais qui a vocation aussi à éduquer mon âme, qui avait une vocation à éduquer peut-être au niveau de ma spiritualité. C'est un acte physique qui a aussi vocation à éduquer, comme disait tout de suite Fatima, mes sensations, m'éduquer quand est-ce que j'ai faim, ressentir en fait pleinement les besoins physiologiques que j'ai naturellement. C'est aussi un rôle social, c'est une éducation au partage, à l'aumône, à se dire, surtout dans la période dans laquelle on est actuellement, il y a beaucoup d'inégalités qu'on a vu émerger ou même qui étaient déjà présentes et qui se sont vraiment multipliées. Et c'est l'occasion de se dire, pendant ce mois, je m'éduque aussi à partager avec l'autre, à être dans le don, à être dans la solidarité. Donc c'est vraiment finalement un mois qui s'inscrit pleinement dans une dynamique écosystémique de la santé avec justement... Alors là, écosystémique, je veux dire, le mot écosystème, en ce moment, on l'entend partout. Équilibre. Alors, en fait, dans une forme d'équilibre, mais c'est plutôt écosystémique dans le sens, les différentes dimensions, les différents systèmes qui composent en fait les personnes et qui sont autour des personnes, c'est-à-dire qu'il y a cette démarche environnementale, sociale, physique, c'est vraiment pour englober vraiment la personne dans tous les aspects et pas se centrer uniquement sur mon assiette, qu'est-ce que j'ai mangé, à quelle heure, c'est l'heure de couper. Voilà, c'est se dire, c'est une dimension beaucoup plus large en fait. Le Ramadan, c'est vraiment une école, tout simplement. Là, il y a 2 repas au lieu de 3 en gros. Oui. On devrait moins manger en quantité. Paradoxalement, c'est un mois où la consommation augmente. Donc c'est très paradoxal. Il peut y avoir 3 repas fractionnés pendant la nuit. Par exemple, le premier repas à la rupture du jeûne, au ftor,
Le deuxième repas, peut-être en laissant passer 1 heure, je sais pas, plus peut-être à voir en fonction de comment s'organise notre soirée. Et puis il y a le repas du suhour le matin, le petit déjeuner, pour entamer la journée, justement profiter pour bien s'hydrater pour la journée. Il peut y avoir ces trois repas, mais peut-être de manière plus allégée. Bien sûr, il n'y aura pas les mêmes quantités que si on mangeait en journée. C'est ça. Et après, là où l'exercice est un petit peu difficile, c'est qu'on est sur des journées de jeûne qui sont longues. Et du coup, il nous reste peu de temps pour manger et boire et dormir. Il faut faire les 3. Ouais. Donc nos fameuses 8 heures de sommeil doivent servir à ces 3 choses-là. Et par rapport au sommeil, justement, il est très important de dire que ça fait partie de cette éducation et que c'est aussi le moyen et l'occasion d'apprendre à fractionner son sommeil, peut-être par des micro-siestes aussi en journée, par aussi de la méditation, le fait de pouvoir se récupérer en étant en mode semi-veille sommeil et s'apercevoir qu'en fait, que dans ces états-là, on récupère très bien. Et puis c'est de se rendre compte de la valeur du sommeil, du coup, puisque le fait de manquer de sommeil, c'est là où on se rend compte de toute son importance et de ses répercussions. Le principal manque, enfin en tout cas dans les mois d'été, on va dire entre guillemets, c'est les manques de sommeil. Oui. Et la fatigue qui va s'accumuler. Qui arrive assez rapidement. Voilà, au mois de Ramadan. Et puis les gens fatigués, plus ils mangent, parce que ça les booste. C'est ça. Donc c'est un cercle un peu vicieux. Et ça fait aussi partie de cette éducation parce que dans tous les éléments à prendre en compte, il y a aussi l'endurance. On parle beaucoup d'endurance dans les exercices physiques, mais en fait c'est aussi une endurance mentale, c'est une endurance émotionnelle, c'est une endurance pour s'organiser, organisationnelle, logistique, pour pouvoir durer sur 30 jours, pour pouvoir ensuite apprendre dans l'année à justement savoir mieux s'organiser avec plus de facilité que dans cette période où c'est un peu plus restrictif dans le mois de Ramadan. Et je rajouterais que quand on se réfère justement aux textes scripturaires, religieux, autour du sommeil ou de l'alimentation, on retrouve en fait tous ces conseils de bon sens. C'est ce qui nous avait frappé quand on a démarré la recherche sur ce travail d'écriture pour cet ouvrage, que vraiment tous ces conseils de bon sens sont vraiment... il y a des rituels autour du sommeil, peut-être des méditations, des invocations à faire avant de s'endormir. Tout est vraiment... c'est structuré et on les retrouve vraiment de manière simple. Et voilà, quoi. Alors, quels sont les objectifs du jeûne, déjà pour celui qui le pratique ? Je te laisse répondre ou je commence ? Je commence. Je dirais qu'il y a vraiment une importance à replacer le jeûne dans un contexte spirituel. Vraiment, l'enjeu, je dirais, majeur, ou important en tout cas de ce mois de Ramadan, c'est vraiment un retour à soi et la relation qu'on va avoir en fait avec le divin. Et en ce sens, c'est vraiment une relation dans laquelle on va chercher à purifier son âme. On va chercher à s'élever spirituellement. Donc l'objectif réel, c'est ma relation en fait avec Dieu et comment je purifie mon âme, comment spirituellement, comment je travaille sur ma dimension spirituelle. L'alimentation va être un outil. Un carburant, ça va m'outiller pour me conduire à cette élévation spirituelle, etc. Mais l'enjeu réel, c'est une démarche spirituelle et c'est un pilier de l'islam d'ailleurs. Dans le jeûne, il y a cet aspect où il faut ressentir la faim. Aujourd'hui, dans des sociétés comme les nôtres, c'est très rare qu'on mange quand on est faim, ou en tout cas quand on est vraiment le signal de la faim. Est-ce que ceux qui nous écoutent pendant ce mois de jeûne, en tout cas, se réapproprient cette notion d'avoir faim vraiment ? Malheureusement, pas totalement, puisque dans la majorité des sociétés dans lesquelles on vit actuellement occidentales, il y a cette surconsommation qui en fait biaise ce paramètre de pouvoir découvrir ce que c'est qu'avoir faim et justement être dans ce dépassement de soi pour pouvoir continuer à vivre ces journées de manière régulière et agréable avec cette notion de faim. Ce qu'on oublie, c'est que la faim, c'est une sensation alimentaire. Oui. Ça fait partie de nous. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pendant ces 30 jours, est-ce que les gens arrivent à ressentir de nouveau cette notion de faim ? Ou elle est écrasée par la fatigue, vous voyez. En tout cas, si je me mets dans ce postulat de départ où je me dis, le Ramadan c'est une école, j'aimerais apprendre peut-être à manger en pleine conscience, et du coup ça fait sens
de faire attention à mes sens, du coup, et à ma faim. Là, effectivement, c'est un outil, en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on devrait aller. C'est pas toujours le cas, comme disait tout de suite Ibtissam, malheureusement, mais c'est en tout cas l'occasion, justement, d'apprendre à réapprendre, en tout cas, à manger en pleine conscience, à faire attention, justement, à ses sensations, à prendre le temps de mastiquer, à pas se dire « Ah, c'est l'heure, bip ! Je vais... voilà, manger assez rapidement. 1, 2, 3, voilà, on y va. C'est en tout cas l'occasion de s'éduquer à cela, en tout cas. Apprendre à l'accueillir. Alors, vous parliez à Sata tout à l'heure de ce que ça veut dire de manger en pleine conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, manger en pleine conscience, c'est tout simplement faire appel à ses sens, faire appel à son contexte, son environnement, et faire appel à soi lorsque je mange. C'est d'avoir conscience que ce qui est dans mon assiette a une histoire, il y a une relation en fait entre ce qu'il y a dans mon assiette et ce qui était dans la terre avant de venir dans mon assiette, et qui est aussi connecté finalement au divin. Et en ayant tous ces paramètres en conscience, en prenant compte de ma dimension personnelle, de mes sensations, je prends le temps en fait de manger, je respecte l'aliment, je respecte le producteur et je respecte le divin en fait. Moi je le définis comme ça, c'est pas la définition peut-être. Et je vous ai demandé votre définition. C'est être dans l'ici et le maintenant, en fait. Voilà. Donc c'est s'ancrer dans le présent, accueillir le présent et la pleine conscience alimentaire. Du coup, ça va être d'utiliser ses sens, regarder ce que l'on est en train de manger au lieu de regarder la télé ou son téléphone, ressentir ce que l'on a en bouche, la texture, la température, le goût, écouter l'aliment quand on le croque, quand on le mastique. Donc c'est vraiment faire appel à tous ces sens et ressentir l'acte alimentaire dans toute sa globalité. Ibtissam, vous avez un complément de définition. Rajouterait la respiration, prendre le temps de respirer, parce qu'il y en a qui mangent en engloutissant leurs aliments. Donc du coup, ils oublient le sens de juste savoir ventiler, respirer par le nez en même temps qu'on est en train de mastiquer par la bouche. Il y a aussi la sensation de ses mâchoires, ressentir un relâchement en même temps que de mâcher. Éviter de mettre des aliments, une énorme cuillerée dans sa bouche, prendre le temps de manger par petites quantités, justement, pour pouvoir manger en détente. Il y a la posture aussi dans la manière de manger, prendre le temps d'être assis. Combien de fois ça nous est arrivé de manger debout, manger en parlant, manger en regardant quelque chose. Donc justement, dans cette posture-là, être comme autant dans une posture physique à l'aise que dans une posture mentale, émotionnelle à l'aise et dans la gratitude du plat qu'on est en train de manger. Et là, quand tu manges, c'est explosion de saveurs et... Si on a mis des herbes, oui. Et des épices. Et des épices. Ah, même avec un grain de raisin, Et même avant de manger, il y a aussi l'élément de préparer son repas, en fait. Avoir pris le temps de préparer son repas, même si c'est quelque chose de fait très brièvement, très rapidement. Juste savoir déjà, ne serait-ce que par l'éducation qu'on apporte à nos enfants dès leur plus jeune âge, d'où sort le concombre, d'où vient la viande, qu'est-ce que une cuisse de poulet, d'où ça vient, où est la poule, où est l'œuf, la poule, apprendre tout ça aux enfants. Laisser rentrer dans la cuisine. Parce que souvent les mamans, on a tendance à tout le monde sort de la cuisine, je fais à manger. Il y a Cyril Lignac maintenant, tout le monde cuisine ensemble. Et dans ces préparations justement, par rapport aux épices, découvrir justement quels sont nos attraits et les choses pour lesquelles on a moins d'attirance. Mais pour ça, il faut découvrir toute cette palette gustative pour pouvoir la développer. Et il y a aussi l'histoire des plats, parce qu'on ne raconte pas notre culture alimentaire, nos traditions alimentaires aux enfants. Donc on est dans ils mangent pas le couscous, je comprends pas. Alors que de resituer, de dire que le grand-père aimait tel plat, moi j'aime tel plat, de resituer ça dans une histoire familiale, ça a aussi toute son importance. Il y a un rapport aux racines. Un rapport à la terre. Si on arrive à aller au jardin avec les enfants, avec ça, c'est vraiment, ça fait vraiment la boucle est bouclée, quoi. Et dans la mesure du possible, si on est entouré d'une famille, d'amis, s'entourer aussi pour être à table ensemble, s'écouter, discuter. Alors j'aimerais qu'on parle de l'hydratation fondamentale. Comment avoir une hydratation plus responsable. D'abord, qu'est-ce qu'on boit pour s'hydrater pendant ce mois où on ne peut pas boire toute la journée? Ça va pas être glamour, mais il faut boire de l'eau, tout simplement.
Du bon sens. Parce que du coup, c'est vrai que pendant ce mois du Ramadan, on varie énormément les boissons. Donc, on va retrouver beaucoup des smoothies, des milkshakes, des jus de fruits, des sodas, etc. C'est ce qui ressort des études de consommation. Mais on se retrouve du coup avec des boissons qui vont être assez chargées en sucre, des boissons qui n'hydratent pas correctement, alors que la boisson qui devrait prôner dans nos tables, c'est avant tout l'eau. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur à dire. Et quand on boit de l'eau, ça aussi, quand on se réfère au texte coranique et au texte prophétique, on voit qu'il y a aussi une manière de boire l'eau. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ma bouteille d'eau au goulot et j'y vais glou glou glou. Alors ça, puis après mon ventre. On ne boit pas au goulot, c'est ça ? C'est ça. En fait, on boit au verre, en respirant. Par gorgée. Par plusieurs prises. Et du coup, ça permet déjà de mieux m'hydrater, de ne pas avoir la problématique, parce que souvent on nous dit ouais, mais moi, quand je bois, je suis ballonné, ça va pas, etc. Mais prendre le temps de boire en plusieurs temps, de respirer, ça va aussi jouer justement sur mon hydratation. Et on peut également considérer aussi que les aliments qu'on mange, on peut les choisir de sorte à ce qu'ils aient un fort taux d'hydratation plutôt que de manger quelque chose de très sec. De frits, voilà. Ouais. Donc, par rapport à l'hydratation, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on a 8 heures pour manger, boire et dormir. Donc, c'est clair que l'estomac, il a sa contenance. Mais donc, si je bois trop d'eau, j'ai plus de place pour manger. Et si je mange trop, j'ai plus de place pour boire. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre les deux, que chaque chose ait sa place. Un juste milieu, quoi. Alors, attention au soda. Oui, privilégier l'eau. Au jus, même avec l'étiquette, et je lis dans votre livre, sans sucre ajouté, pourquoi ? C'est une arnaque, ça. En fait, c'est ce que nous montrent les études actuellement, mais on le savait pertinemment, c'est que quand vous buvez un verre de jus de fruits, même 100% pur jus, dans votre corps, ça a la même action qu'un verre de soda. C'est la même quantité de sucre, c'est le même effet métabolique, c'est-à-dire que c'est un sucre très très rapide. Donc, la recommandation qu'on a eue pendant très très longtemps du fameux verre de jus de fruits pour être en forme, se mettre en forme, etc., on en revient. Je préciserai peut-être par rapport à l'hydratation aussi, favoriser l'eau à température ambiante ou de l'eau tiède plutôt que de l'eau, même s'il fait chaud. On n'est pas encore en on a forte très chaleur. soif, on a tendance à boire plus frais. Enfin, à vouloir boire plus frais. C'est une erreur parce qu'en fait, on dépense énormément d'énergie à remettre la température de l'eau à notre température corporelle. Et en fait, dans ce temps limité, on est censé se régénérer pour préparer le lendemain à la journée de jeûne. Finalement, on dépense de l'énergie. Et ensuite, pour les sportifs qui ont de gros entraînements ou des personnes qui auront des journées très chargées le lendemain, pensez à boire de l'eau un peu salée pour réhydrater vos muscles. Et puis si on... Alors attendez, qu'est-ce que vous appelez de l'eau un peu salée, petit Siem ? Avec du gros sel de mer. Ou sinon vous pouvez me la refaire celle-là. Alors il y a des eaux minérales qui sont salées également. Sinon vous avez également de l'eau pétillante qui contient donc du sel. Donc il faut qu'elle soit chargée en sodium. Voilà. Parce que le sodium, ça retient l'eau. J'allais dire aussi, si on a envie de varier, les tisanes, je trouve ça très intéressant quand on n'ajoute pas plein de sucre, bien sûr. Il y a plein de tisanes qui sont intéressantes. Je pense notamment dans les cultures africaines, le kenkeliba qui est très bu, qui est le kenkeliba. Le kenkeliba qui est... C'est très bon pour la circulation du sang. C'est vraiment, ça a des vertus digestives et c'est très bon, c'est très parfumé. Donc il y a plein de tisanes comme ça, la verveine, le tilleul, la fleur d'hibiscus, qui peuvent être intéressantes dès lors qu'on n'ajoute pas du sucre dedans, quoi. Alors, vous avez parlé de tisane, mais vous n'avez pas parlé ni de thé, ni de café. Est-ce que ça veut dire que pendant ce mois, le mois de Ramadan, il faut se calmer sur la consommation de café et de thé ? Plutôt oui, limité. Après, quelqu'un qui serait complètement drogué, on va dire, entre guillemets, à la caféine ou à la théine, on ne va pas lui demander du jour au lendemain d'arrêter ce type de boisson. Toutefois, si la personne peut diluer un peu ou peut diminuer les quantités, ça peut être intéressant. Sachez que la caféine ou la théine va pas avoir autant d'effet, par exemple, pour vous booster, parce que certaines personnes disent oui, mais moi ça me booste pour la journée, sinon je peux pas jeûner. La pectine qui est contenue dans les pommes est bien plus efficace pour vous donner un coup de boost que la théine et la caféine. Alors, question d'habitude, addiction. Après, on peut avoir une anticipation, c'est
les quelques jours avant le ramadan, de commencer progressivement à diminuer la quantité pour les personnes qui en boivent de trop, pour essayer de casser un petit peu le rythme. Mais après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le thé et le café n'hydratent pas. Ce sont des boissons qui sont diurétiques, qui nous font perdre de l'eau. Donc d'un côté, si je bois beaucoup de café, beaucoup de thé et pas assez d'eau, je déséquilibre aussi Ça n'hydrate pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'hydrate pas, ce n'est pas de l'eau que le corps garde. Sachant que déjà pendant la période de jeûne, on est déjà en train de se déshydrater et l'objectif justement du moment du repas, donc dans la soirée et la nuit, c'est justement de reprendre ce taux d'hydratation et non d'en diminuer. Qu'est-ce que vous pensez des boissons light ? Alors les boissons light, c'est pareil. On est un peu... light, zéro... C'est ça, donc vous allez avoir des boissons qui vont être édulcorées avec maintenant pléthore d'édulcorants. Donc on nous fait la promesse d'avoir le goût sans les calories, le goût sans le sucre. Et on a des études qui nous montrent qu'en fait, le risque sur du moyen ou du long terme d'avoir un diabète est le même que vous consommiez des sodas light que des sodas classiques. Oui, tout à fait. Parce que le cerveau n'est pas bête. Et oui. Le cerveau n'est pas bête et le corps n'est pas bête. Vous dites qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'apprend plus aujourd'hui, en tout cas qui se perd, c'est d'apprendre aux enfants de boire de l'eau plate. Oui. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui revient, des habitudes qu'on peut constater, que ce soit durant ce mois d'ailleurs et au-delà de ce mois, parce que ce sont des habitudes qui sont déjà là et malheureusement, effectivement, de moins en moins, on incite les enfants à boire de l'eau plate, de l'eau classique. C'est l'occasion pendant ce mois-là justement de rééduquer, de repartir sur ces bases-là. Vas-y, je t'en prie. Alors après, c'est la remarque que je vous faisais tout à l'heure, c'est que les enfants jouent beaucoup dans les achats de la famille. Ah oui. Donc maintenant, on aime faire plaisir à nos enfants et on aime tenir compte de leur goût. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont très influençables. Alors ils sont beaucoup influencés par ce qui se passe autour d'eux, à l'école, avec les copains, etc. Mais également par ce qu'ils voient dans les publicités. Ouais. Et il n'y a pas de publicité pour l'eau. Et ça marche chez eux. Sauf aujourd'hui, on vous vend des eaux qui sont des eaux avec des goûts et qui ne sont pas des eaux. Ouais. Tout à fait. Et ça, on peut le faire en plus, Ipsissem, on peut le faire à la maison. On rajoute des feuilles de menthe dans la bouteille d'eau, on rajoute un petit peu de lavande. C'est des choses qui, au niveau budgétaire, en plus, reviendront beaucoup moins cher, qui coûtent rien, plutôt qu'effectivement ces eaux aromatisées avec plein d'additifs et de choses dont on ne connaît pas très bien l'impact sur le cerveau des enfants, quoi. Et qui éduque nos enfants justement à faire ce lien entre qu'est-ce qui va donner la couleur à l'eau ou le goût à l'eau, et aussi à être moins addicts au sucre, si on réfléchit bien, en fait, c'est nous-mêmes adultes qui apprenons à nos enfants à être addicts au sucre parce que eux, naturellement, ils n'ont pas cette addiction. Au plus jeune âge, ils vont manger des choses très neutres, très sobres. Et c'est en fonction de la diversification qu'on va générer ensuite que ce genre d'addictions vont arriver. Je voudrais votre avis sur le pain. On mange beaucoup de pain pendant le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce que vous pensez du pain ? Je ne sais pas si on mange vraiment beaucoup de pain. En tout cas, il y en a beaucoup sur les tables. Alors, il y en a beaucoup sur les tables. Je ne sais pas s'il est jeté, ce pain, peut-être aussi. Alors, beaucoup. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de beignets, il y a beaucoup de... qui ne font pas partie de la catégorie du pain. Ce qu'on appelle du pain, c'est de la farine. Non, moi, je vous parle du pain, de la baguette. Je ne sais pas s'il y a forcément une consommation plus importante qu'habituellement. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on part beaucoup dans des dérivés farineux, donc tout ce qui va être autour de la pâtisserie, tout ce qui va être autour des beignets, des pains farcis, etc., mais qui du coup ne sont pas du pain. Alors après, par rapport au pain, se pose également la question du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire est-ce que tout ce pain est réellement mangé ou est-ce qu'il est jeté après ? Alors, question essentielle, le bad boot pour vous, c'est du pain ou pas ? C'est du pain. Ouais, voilà. Matelot. C'est du pain ? Mais alors, est-ce qu'il est farci ou pas ? Parce qu'à partir du moment où il est farci, on est sur autre chose, c'est plus du pain. Je crois qu'on le fait de moins en moins avec la semoule et de plus en plus avec la farine. Donc, mais c'est du pain. C'est du pain. Donc il y a quand même beaucoup de pain dans...
Et c'est des sucres, finalement, c'est ça qu'il faut dire. Oui, rapide. Les sucres Si c'est pas des farines complètes, c'est pas des farines pétries, fabriquées à basse température, pétries lentement. Les farines et les pains qu'on mange, les pains qu'on mange actuellement sont pétris de manière très accélérée, c'est presque propulsé. Donc du coup, il n'y a pas du tout cet effet aéré et longuement pétri de la pâte qui permet d'avoir une meilleure digestion du pain. Ce qui distingue le jeûne du mois de Ramadan de celui des gens du livre, c'est le sahur. Quelle est l'importance de ce repas du matin ? C'est un repas fondamental dans le sens où il va permettre justement d'apporter le nécessaire pour cette journée de jeûne qui va débuter. Fatima pourrait peut-être développer un petit peu plus sur ce repas-là, mais il est vraiment fondamental. Donc on a les gens qui dépensent énormément d'énergie pour préparer le repas de l'iftar, le repas de la rupture, où là on est à 300% pour avoir la meilleure des tables et le meilleur des repas. Et puis bizarrement, le suhoor, ça va être un petit peu bâclé, voilà, un peu en fonction de ce qu'on va trouver, de ce qui, voilà, ce qui ou des restes. Un petit peu sous la main, alors que c'est un repas qui devrait être aussi bien planifié que le repas de l'iftar. Donc déjà, c'est un repas qui peut limiter le gaspillage alimentaire, puisque ce qui a été préparé la veille peut parfaitement resservir pour faire un repas du suhoor. Et puis pour les gens qui n'aiment pas manger 2 fois la même chose, puisque ça existe, on peut éventuellement imaginer un brunch amélioré pour avoir justement des sources alimentaires variées qui vont apporter aussi bien des protéines que des graisses que des sucres lents. D'accord. Alors donc, quelles sont vos recommandations pour avoir une assiette optimale et équilibrée pour bien vivre une journée de jeûne ? Alors, le modèle que j'aime beaucoup utiliser, c'est le modèle du petit déjeuner turc. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de prendre un petit déjeuner turc. On est vraiment dans le brunch amélioré, c'est-à-dire que vous allez trouver des soupes au petit déjeuner. Donc là, on va vraiment avoir un élément du repas qui va nous hydrater et nous apporter des fibres. On va retrouver des crudités, donc on n'a pas peur de manger du concombre, des tomates, des crudités le matin. On va retrouver des protéines sous différentes formes, donc on peut avoir du fromage, on peut avoir des œufs, on peut avoir de la viande, on peut avoir du poulet, donc on va avoir une source de protéines. On va retrouver des sucres lents, du pain ou sous une autre forme, et puis on va avoir son petit thé ou son petit café du matin. Bien. C'est bien ça, le petit déjeuner ça turc. Fait rêver. C'est top. C'est top. C'est magnifique. C'est un continental plus. C'est ça. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui vont vous dire oui, mais moi, tu sais, le matin, j'ai jamais très très faim. Alors, il faut essayer psychologiquement, de... j'ai du mal à manger salé. Ouais. Parce que si on part sur le petit déjeuner entre guillemets français, c'est-à-dire pain, beurre, tartine de confiture, café, etc., jus de fruits dont on parlait tout à l'heure, on se retrouve avec un repas qui est plutôt chargé en fait en sucre rapide. Donc le sucre rapide, c'est pas un bon carburant, parce que vous allez avoir votre petit coup de boost pour attaquer le début de la matinée, mais en milieu de matinée, ça va être en chute libre. Donc vous allez avoir une grosse baisse d'énergie et une fatigue qui va s'installer un peu trop vite dans votre journée de jeûne. Donc ça va être plutôt de se réorienter vers ce qu'on appelle des sucres lents. Donc Ibtissem parlait tout à l'heure de la qualité du pain. Donc on peut déjà essayer d'aller vers des pains qui vont être un petit peu plus riches en fibres, des pains semi-complets, des pains au levain, des pains d'orge, etc. On peut essayer, plutôt que de prendre des céréales classiques du petit déjeuner, aller vers des flocons d'avoine, faire un petit porridge le matin par exemple. Oui. Voilà. On peut essayer d'enrichir un petit peu en fruits secs plutôt que de partir sur les jus de fruits, jus frais qui vont avoir tendance à être des sucres plutôt rapides. Et puis on va essayer d'enrichir un petit peu en protéines. Alors est-ce que ça serait un fromage blanc? Est-ce que ça serait une petite tranche de jambon, un petit œuf? Tout va dépendre un petit peu de ce qui passe le matin. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée du petit déjeuner traditionnel sucré, ça c'est pas la bonne idée si on veut bien gérer sa journée de jeûne. C'est ça. Et se motiver aussi peut-être en se disant que c'est un repas dans les sources prophétiques qu'on a en tout cas qui est béni. C'est un moment qui est béni et donc la motivation c'est que si c'est un repas qui est béni, que c'est une période bénie, il y a quand même une récompense aussi divine à observer ce repas-là et à se dire je vais prendre et je vais commencer ma journée de jeûne dans les bonnes conditions. Donc levez-vous. Ouais, et puis c'est aussi, pour parler plus physiologiquement et émotionnellement de soi, c'est aussi par rapport à cette pleine conscience dont on parlait, le moment où on se donne du temps pour soi avant tout le reste. Voilà, il existe la morning routine,
Miracle Morning, finalement, on l'a dans ce C'est genre ça, de pratique. la Fajr routine. Voilà, c'est ça. Fajr routine. Alors, hier soir, l'imam Abdelali nous a fait une nouvelle... nous a fait les tours Chalençon et maintenant on a les Fajr routine. Ah, s'en passe des choses. Chaque année, ça innove. Il y a des concepts à explorer. Ah, il y a des concepts. Bien sûr. Qu'est-ce que vous parlez, vous, ce qu'on appelle une assiette optimale. Qu'est-ce que vous appelez l'assiette optimale? Alors, à quel moment de la journée? Voilà, le soir. On va dire le soir, par exemple, au moment du ftour. Qu'est-ce qu'on met dans cette assiette optimale et comment on détermine les quantités de ce qu'on va manger? Alors, l'assiette optimale, ça va être une assiette qui va contenir 3 éléments. Donc, on va avoir une source de protéines animales ou protéines végétales, une source de végétaux, et c'est là où ça manque, donc de prévoir sa portion de légumes, parce qu'on est très très fruits pendant le ramadan et peut-être pas assez légumes, donc essayer de mettre l'accent sur les légumes, et une part pour les sucres lents. Mais là, voilà, la notion d'index glycémique peut être intéressante puisque si je mange de la semoule, ça va être un sucre plus rapide que si je mange de l'orge ou de la patate douce ou un autre type de féculent. Alors, c'est vrai que pour le concept d'index glycémique n'est pas encore tout à fait familier à tout le monde, puisqu'aujourd'hui, notamment les diabétologues vous conseillent de composer vos repas en fonction des index glycémiques et des charges glycémiques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'index pour tout le monde? L'index glycémique, en fait, pendant longtemps, on a parlé de sucre rapide et de sucre lent. Donc, on disait les féculents, sucre lent. En plus, ça rime, on retient bien. Et voilà, les autres aliments, les fruits, etc., on est plutôt sur des sucres rapides. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, dans cette même famille des sucres lents, ils ne sont pas tous lents. Donc, en réalité, si vous prenez une baguette blanche, vous êtes plutôt sur un sucre rapide. Si vous me prenez un pain au levain, un pain tradition, un pain complet, semi-complet, on va être vraiment sur un sucre lent. Et en fait, l'index, c'est plus intéressant. Exactement. Ouais. Et si vous prenez l'exemple des pâtes, des pâtes blanches vont plus faire monter votre glycémie après le repas que des pâtes semi-complètes ou complètes. Une autre notion dans la constitution de votre assiette, qui est d'ailleurs précisée dans les versets coraniques, c'est le fait dans votre assiette de considérer que vous avez un tiers vraiment avec votre repas, un tiers pour vous hydrater et un tiers pour respirer, et donc du coup laisser place à autre chose, notamment être en pleine conscience de soi, méditer et s'élever spirituellement et donc globalement. Et ça permet d'avoir la bonne quantité, parce que vous parliez tout à l'heure de quelle quantité. Donc ça nous ramène à nos sensations alimentaires. Oui. Et cette notion de satiété. Voilà. Oui. Alors, après, tout dépend ce qu'on définit par satiété, puisque chez certaines personnes, ils considèrent que la satiété, c'est à partir du moment où je me sens rempli. Sauf que quand on se sent plein, en général, on est déjà dans le trop plein. On est trop plein. Voilà. Quel est le bon moment pour aller faire de l'exercice, Ibtissem ? Alors, pour faire de l'exercice physique, on ne peut pas dire qu'il y a un seul bon moment. C'est en fonction de votre organisation de la journée, des activités que vous aurez à assumer dans la journée. Toujours est-il que c'est quand même plus intéressant de manger juste avant le ftour, juste avant la rupture du jeûne, de faire de l'exercice physique à ce moment-là, à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant le repas. Donc sinon, à la fin de la journée de jeûne. À la fin de la journée de jeûne. Sinon, ça peut être juste après la rupture du jeûne, si votre jeûne est léger, enfin la rupture du jeûne est légère, pardon, et que vous faites votre repas après votre séance d'activité physique. Vous pouvez également faire votre séance le matin après le petit déjeuner, donc le suhoor, sachant que vous avez le coup de boost qui va vous permettre de faire une séance, mais que derrière, vous risquez, si vous avez une journée à gérer et que vous n'avez pas le temps de faire des micro-siestes, etc., vous risquez de vous épuiser dans la journée. Voilà, et tout dépend. Et vous risquez d'avoir soif, peut-être, non ? Oui, et soif aussi. Et tout dépend aussi le type d'activité que vous allez avoir, le type d'activité physique que vous allez avoir. Et notamment aussi la qualité de l'hydratation que vous aurez. Alors, il y a une recrudescence de matchs de foot. Alors, les salles de gym sont fermées, mais pour ceux qui ont un certificat médical et qui ont réussi à aller à la salle de gym, il y a quand même une grosse présence à ce moment-là, quand même, de la journée. Oui. Complètement, on observe. Asita, c'est le moment où vous allez jouer au foot. Clairement, je vais faire des matchs. Moi, je fais la pop-home girl, j'encourage. mais c'est beaucoup d'activités déjà.
Non, c'est vraiment... En fin de journée, vous voulez dire Ouais. Le moment où on va faire des activités collectives. Ah, il y a beaucoup de Il y a beaucoup, on voit beaucoup de gens qui Alors font des matchs. après, du fait de la situation dans laquelle on est actuellement avec le confinement, les limitations de distance, etc., on peut très bien aussi faire de l'activité chez soi ou dans le périmètre autour de chez soi. Si vous êtes, par exemple, en début de journée, préférez une activité où vous allez faire plutôt de l'endurance, quelque chose où vous allez être pas dans une intensité forte, mais plutôt douce, et où vous allez pouvoir vous aérer, vous oxygéner, être en plein air, vélo, marche, etc. Et puis, en fin de journée, vous pouvez faire, par exemple, un programme de 20 minutes, une demi-heure de circuit training, où vous allez faire du renforcement un peu plus intensif. Toujours, même pour ceux qui ont une forte musculature et qui veulent garder leur musculature, n'imaginez pas que vous allez performer, ce n'est pas possible pendant le ramadan. Toutefois, vous pouvez limiter la perte musculaire et notamment entretenir vos muscles, surtout par la qualité du sommeil que vous allez avoir, la bonne hydratation que vous allez avoir et l'activité, le moment d'activité que vous allez faire, notamment juste avant le iftar. Mais moi qui vous écoute souvent, Ibtissem, oui, je vous écoute. Le secret d'un mois de ramadan réussi, c'est l'activité qu'on fait en fait. Alors que parfois on est fatigué et que le fait d'être fatigué, ça nous pousse à moins en faire. Vous dites presque qu'il faut plus en faire. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Si vous êtes vous faites en sorte que votre ramadan, ces 30 jours de jeûne, ils vous permettent de réguler votre quotidien et de pouvoir vous adapter à cette sensation de manque, soi-disant de manque, parce qu'on a tous cette crainte, mais finalement, ça n'en est pas un, et que vous ayez toutes vos activités comme d'habitude, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous allez dépasser un certain cap, vous allez casser des plafonds de verre, vous allez sortir de vos limites, pour découvrir que finalement, dans cette fin, finalement, il y a une légèreté qui s'installe, il y a un bien-être, il y a une sécrétion d'ocytocine, d'endorphine, d'adrénaline, de plein de molécules qui vous sont nécessaires pour votre bien-être. Et d'ailleurs, le fait d'être allégé physiquement, de moins manger, il y a aussi plus de place à la concentration, à la motivation, à la respiration aussi, et plus de place aussi à être productif dans sa journée. Alors ça sert à rien de s'économiser, c'est un mauvais calcul en fait. Oui. Parce qu'en fait, du coup, vous rentrez dans un mauvais cercle, donc le cercle qui n'est pas vertueux. Et là, vous voulez pas dire vicieux, hein ? Non, vicieux. Non, vous voulez pas le dire. Vous restez sur votre cercle vertueux. Non, vous savez, je suis passée par la première année de médecine. Vicieux, c'est... Voilà. C'est vrai. Bon, bref, ce cercle-là, en fait, dans lequel vous allez rentrer dans l'inactivité, donc dans la sédentarité, et vous allez justement perdre en productivité, perdre en force, perdre en musculature, perdre en hydratation et en motivation dans votre quotidien. Alors, je rappelle que vous pouvez lire La nutrition en islam, que vous montrez, Ibtissem, s'il vous plaît, à la caméra. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Passez une très très belle journée sur Beurre FM. Bon ramadan. Et par avance, bon ramadan à tous. Bon mois du ramadan à tous. Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.